Salut à tous, bienvenue sur ValetPL, l'Orcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du metagame. On est quelques semaines après la première banlist de l'Orcana qui a vu notamment Flavor Sham et la sphère de résistance être bannis. On va voir un petit peu ce que ça a apporté au metagame actuel et surtout quels sont les decks que vous devrez considérer pour participer à vos Store Championships. Les Store Championships qui sont les tournois de 7 que vous allez faire dans vos boutiques locales pour pouvoir tenter de remporter les fameuses cartes enchantées spécifiques à ce type de tournoi-là. Avant de passer dans la suite de la vidéo, on vous rappelle que vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 € à faire valoir sur notre boutique labelcard.fr. Le lien est en description. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit juste d'être abonné à la chaîne, laisser un pouce bleu et partager dans l'espace commentaire. On tire au sort un commentaire au hasard tous les mois et les gagnants sont annoncés dans le podcast Multi-TCG de notre chaîne Multi-TCG. N'hésitez pas, ça soutient la chaîne et ça vous permet peut-être de remporter un petit cadeau. En parlant de la belle carte, vous pouvez retrouver tous vos produits Lorcana directement sur labelcard.fr. Vous avez évidemment du chapitre 7, mais on a aussi encore quelques displays de chapitre 6, voire même de chapitre 5 pour ceux qui voudraient rattraper peut-être leur retard sur le jeu. On a ici pas mal de choix avec les troph packs, les coffrets Lilo. Il nous reste quelques coffrets édition Lilo 2025 et vous pouvez ensuite structurer votre recherche si jamais vous voulez avoir accès seulement aux accessoires. Vous avez la catégorie accessoires, directement accès au deck, et bien vous avez les decks préconstruits. Donc voilà, si jamais vous voulez soutenir la chaîne et soutenir notre entreprise labelcard.fr, le lien est en description. Merci à tous. Je précise qu'avec le code ValetPL 2025, vous avez 5% de réduction sur votre première commande. On vous tiendra évidemment au courant lorsque l'on aura mis les précommandes du chapitre 8 sur le site. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Dans un premier temps, on va s'attacher à regarder les pourcentages de représentation de chaque deck dans les tournois qui ont été référencés sur Internet. Ensuite, on ira présenter toutes les decklists que j'estime être des decklists capables de remporter un tournoi de 7. Et enfin, je vous présenterai une decklist exotique qui n'est pas forcément hyper référencée dans les tops de tournois actuels, mais qui, d'après moi, a tout à fait la possibilité de remporter un tournoi. Parce que vous le savez, sur les points méta, on veut toujours la petite dose de sucrerie pour finir la vidéo. Pour parler chiffres et decklist, je vais utiliser le site inkdeck.com. Je vous mets le lien en description. Sur ce site, vous pouvez retrouver tous les différents tops de tournois ainsi que les decklists les plus performantes. Et vous avez aussi un metagame breakdown que vous pouvez filtrer en fonction de l'amplitude de dates que vous voulez voir, c'est-à-dire que vous pouvez regarder quel est le méta sur la dernière semaine, les 2 dernières semaines, les 3 derniers mois peut-être. Ça vous permet d'essayer d'être le plus en adéquation avec l'actualité du jeu si vous devez choisir votre deck pour participer à un tournoi. Là, pour avoir une photographie du metagame la plus proche possible, j'ai décidé de filtrer ma recherche seulement sur la dernière semaine. Donc ça prend en compte tous les decks qui ont été joués en tournoi compétitif et recensés sur inkdeck.com seulement sur la dernière semaine. Comme on sait que le metagame a souvent tendance à évoluer, c'est jamais figé un metagame. Il y a des engrenages de méta qui font apparaître certains decks. Pour combattre certains decks, d'autres decks ressurgissent et ainsi de suite. Ce qui fait que si vous regardez cette vidéo dans 3 ou 4 semaines, peut-être que le metagame, en termes de pourcentage de représentation de certains decks, aura un petit peu évolué de quelques pourcentages. Là, l'idée, c'est d'avoir la photographie la plus pixel du moment donné où on fait cette vidéo. Et dans ce cas-là, plutôt que de prendre un ensemble de plusieurs semaines, je prends surtout la dernière semaine recensée sur inkdeck.com. Si on regarde sur la semaine passée, quels sont les decks qui ont été les plus représentés, on voit que bleu-rouge, malgré la banlist, qui finalement, d'après moi, a un peu mis le tir à côté et a plutôt attaqué bleu-gris, qui était en plus l'archétype mis en avant par le chapitre 7. On voit que cette banlist-là a un peu mis le tir à côté et que bleu-rouge reste pour le coup le deck le plus représenté, le plus dominant. On a en seconde place Steelsong qui lui avait totalement disparu, laissant place plutôt à des stratégies offensives pour essayer d'attaquer les stratégies bleues les plus late game, que ce soit bleu-gris ou bleu-rouge. Là, on a un vrai retour de Steelsong avec cette banlist. En troisième position et qui complète un petit peu le tier 1, on voit qu'on a Bounce Control qui est représenté à 11%. D'après moi, je pense que Bounce Control devrait être rattaché à Bounce Agro. Les decklists sont très similaires. On va juste retrouver quelques synergies supplémentaires dans les versions agressives, notamment avec l'apparition des Maui Shark et des Pirates Life qui donnent un côté un peu burn à l'ensemble. Mais globalement, c'est à peu près les mêmes cartes de late game, à peu près les mêmes cartes d'early game, la boucle Bounce.
Donc à mon avis, je pense que violet-rouge devrait plutôt être référencé autour des 18%. Et donc ce qui fait qu'on a un espèce de camembert avec 60% du metagame qui est représenté par bleu-rouge, Steelsong et Boons Control. Donc finalement, on revient sur un metagame qu'on connaît très bien, qui était plutôt le metagame des 7 précédents. C'est là où, d'après moi, la banlist, elle accomplit pas tout à fait son rôle de renouveler le metagame actuel et d'amoindrir la puissance de bleu-rouge. Moi, je trouve que cette banlist, certes, elle a amoindri la puissance de bleu-rouge et elle a rediversifié un petit peu tous les decks qui sont à côté. Au lieu d'avoir 60% du metagame en 2 decks, maintenant on a 60% du metagame en 3 decks, ce qui finalement diversifie un peu le tout. Et derrière, on a 40% d'autres decks plutôt divers et variés. Mais on aurait préféré, en tout cas moi j'aurais préféré, que bleu-rouge soit un peu moins représenté, que bleu-gris puisse continuer à exister, que ce soit sous sa forme objet ou sous sa forme agressive. Et le fait de lui enlever sphère de résistance, bah, ça invalide des cartes hyper déterminantes du chapitre 7, comme Belle, comme Picsou. T'as Matoa qui reste quand même présent ci et là, mais qui est quand même plus non plus la légendaire de prédilection du format. Et donc, c'est à mon sens, c'est un espèce de un tir à côté pour la banlist de l'Orcana. J'aurais préféré qu'on banne notamment Sissou pour attaquer vraiment le plan de jeu rouge. Et si jamais on devait quand même aussi aller titiller la puissance des decks gris, dans ce cas-là, on aurait pu leur enlever une chanson telle que Plus ardent que le feu des volcans, histoire d'éviter que la Belle puisse chanter cette carte-là, ce qui aurait continué, entre guillemets, à proposer un plan de jeu item et un plan de jeu, donc du coup avec des cartes comme Picsou et Belle, qui sont des cartes du chapitre 7, donc récentes, mais qui auraient rendu le deck beaucoup moins prédateur. Je suis pas hyper satisfait de cette banlist. Cela dit, on lui octroiera quand même le mérite d'avoir redynamisé un petit peu tout l'ensemble du metagame et d'avoir rendu bleu-rouge évidemment moins dominateur. Donc là, on a les 3 plus gros deck du format. Derrière, tous les decks qui sont listés dans le tiers 2, j'estime que ce sont des decks qui sont aussi capables de remporter un événement compétitif, notamment un tournoi de 7. Donc on a Boons qui, pareil, est subdivisé entre la version plus mid-range et la version plus agressive. Globalement, c'est à peu près les mêmes decklists. On va toujours jouer nos 12 drop 1, la boucle Boons. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui différencie ces listes-là. Donc j'aurais plutôt tendance à estimer que Boons en version violet-gris est plutôt un deck qui est représenté à 13% dans le metagame et non pas à 8% et 5%. On a toujours la synergie discard qui a toujours un coup à jouer, qui était beaucoup plus poussé à l'époque où bleu-rouge était hyper dominant, et pareil pour bleu-gris, et qui là finalement recule un peu de par l'apparition de Steelsong qui vient en fait globalement un peu prédater tous les decks un peu euh, qui veulent essayer d'établir un board globalement. En fait, Steelsong, ça ne bat pas bleu-rouge parce que bleu-rouge se fiche de son board, mais par contre, ça bat tous les autres jeux qui essayent de passer par du board. Et donc Steelsong a un peu cette mauvaise habitude de venir un petit peu prédater pas mal la diversité agressive du format, ce qui fait que je suis pas hyper heureux de revoir ce type de metagame là, quand bien même le metagame avant le ban n'était pas non plus très très bon. J'aurais encore une fois préféré qu'il puisse enlever Sissou et une carte grise, notamment une chanson, qui au-delà d'affaiblir aussi bleu-gris, aurait permis au chapitre 7 de s'exprimer, mais aurait aussi permis à Steelsong de baisser un petit peu ses prétentions. Parce que Steelsong, même si c'est un deck qui avait totalement disparu au début du chapitre 7 à cause de la surdomination de bleu-gris et de bleu-rouge, ça reste un deck qui est très prédateur, qui fait des choses hyper puissantes dans le jeu et qui invalide totalement certains match-ups. Et donc, parfois, il est caché par le metagame, c'est-à-dire assez peu représenté et assez peu pertinent dans les tournois. Ça n'en reste pas moins un deck qui a un power level, c'est-à-dire qui fait des choses beaucoup plus broken que la majorité des decks de l'Orcana. Donc je suis pas hyper ravi de le voir à 16%. Ça forcément amène des decks beaucoup plus fairs comme violet-gris à diminuer en représentation. Avec là, on le voit, une chute de 8% de représentation. Autre deck qui est un vrai challenger pour le coup de cette deuxième moitié du chapitre 7, en tout cas de ce chapitre 7 post-ban, c'est le deck Boons, donc bleu-violet, vous verrez la decklist par la suite, qui a le bon goût d'être capable d'aller attaquer bleu-rouge et d'assez peu se soucier de ce que propose Steelsong et d'être capable aussi d'overpower le deck violet-rouge. On va dire que ce deck bleu-violet, c'est un deck qui va souffrir des decks les plus agressifs, donc plutôt des decks qui sont joués en dessous de lui, mais qui va être
assez bien positionné contre les 3 decks du dessus du format. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'il est en nette recrudescence avec 5% de plus de représentation pardon, par rapport à la semaine passée. Et ça ne cesse d'augmenter parce que le deck commence à faire de très très bons résultats dans les tops de tournoi. C'est une réponse cohérente au metagame actuel. Au niveau des decks qui ont totalement disparu avec la banlist, on a la version discard de Violet-Vert qui a beaucoup moins de sens avec la réapparition des decks Steel Song ou la midrangisation, on va dire, des decks violet-gris qui ont beaucoup moins besoin de faire la course, qui peuvent plus prendre leur temps de générer de la value et donc d'outrepasser les stratégies discard. Euh, mais sinon, là, on a quand même une photographie assez pertinente du metagame actuel. Et globalement, même si on n'est jamais à l'abri que des gens trouvent de nouveaux decks, de nouvelles techs, que le format bouge, je pense quand même que pour le mois de mai qui arrive et pour tous les tournois de 7 que vous allez avoir à jouer, on devrait être pas hyper loin de ce type de metagame-là. Bon, là, je vous ai un peu débriefé pêle-mêle mes sensations sur l'Orcana actuel et notamment sur le metagame post-ban. Maintenant, on va aller regarder les différentes decklists. Toutes les decklists dont on a parlé, que je vous ai présentées dans ce metagame breakdown, on va aller les regarder une par une. Je n'ai pris que des decklists qui ont remporté le tournoi dans lequel elles ont été jouées. Je n'ai pas pris des decklists de top, j'ai pris des decklists de vainqueurs. Donc c'est-à-dire que le deck a été capable de se hisser au sommet des tournois dans lesquels ils ont été ramenés. Ici, on a ce deck bleu-violet de Étienne Germain qui a été joué notamment au tournoi, je crois, canadien de Face to Face Game. Donc fameux deck dont je vous parlais, qui est capable d'ignorer un petit peu en tout cas d'overvalue ce que voudrait proposer Steelsong, même si c'est probablement pas ton meilleur match-up, qui est capable de proposer de belles choses aussi contre les decks bleu-rouge. En tout cas, dès qu'il n'y a pas de dim, on peut très très bien s'en sortir. C'est quand même une faiblesse de ne pas pouvoir gérer les objets dans cette couleur-là. En tout cas, si on joue pas de Cusco, on n'aura pas de réponse à dim, et ça peut être un peu problématique. Et par contre, on est capable d'aller un peu over the top de violet-rouge qui est revenu en force avec la banlist. Donc c'est un deck qui se place relativement bien contre le haut du format et qui commence à faire pas mal de résultats. L'idée, c'est de profiter de la boucle bounce et de cartes de late game, tout en étant capable de s'accélérer en early game. Pour s'accélérer, c'est très simple, on joue Typo et Sail the Azuritsi. Le plan de jeu, c'est je joue un drop 1 ou pas. Il n'y en a que 6 ici. J'ai vu des listes Blurple. Moi, pour avoir joué Blurple au chapitre 6, j'avais un peu plus de drop 1. Ça permet aussi d'avoir des départs un peu agressifs. Mais globalement, voilà, on joue un drop 1, mais surtout, on va mulligan quoi qu'il advienne. Genre, le deck ne fera rien sans Typo et Sail the Azuritsi. Donc, on va forcément aller chercher ces cartes-là au mulligan pour ensuite enchaîner directement au tour 3 sur un drop 4 qui sera le lapin, le merlin ou le génie. Et ensuite, commencer à dérouler la game, c'est-à-dire récupérer plus d'encre que l'adversaire. Donc, être capable de faire des boucles bounce qui vont générer pas mal de cartes advantage et de manière beaucoup plus récurrente qu'une stratégie plus linéaire qui augmenterait pas ses ressources avec du bleu, et ensuite être capable en late game d'aller chercher des cartes avec un coût converti de mana assez élevé. Je pense notamment à Hades qui est une gestion hyper polyvalente. J'aime beaucoup ce deck là, moi je l'ai joué en chap 6, c'était sympa, donc assez content de le voir réapparaître dans ce chapitre 7. Deuxième deck que vous devez considérer, le deck existe depuis pas mal de temps maintenant, c'est un deck qui est polarisé, c'est un deck qui parfois se bat contre lui-même. On va dire que son pire ennemi, c'est lui-même. Disons que vous êtes obligé, non pas d'aller chercher au mulligan les cartes clés qui vont vous permettre de battre tel ou tel match-up. Parfois, vous êtes obligé juste de mulliganer dans une sortie fonctionnelle. Et c'est là où je trouve que ce deck-là, il n'est pas hyper flexible, il n'est pas hyper malléable. Par contre, quand il sort bien, il propose des choses qui peuvent battre à peu près tous les jeux du format. Vous pouvez avoir une sortie chanson avec notamment Let the Storm Rage On et Plus ardent que le feu des volcans qui vont atomiser les stratégies plus offensives, plus agressives, et vous pouvez avoir une sortie plus discard avec notamment les Prince Jean, les Sudden Child et les Hypnotize qui vont pouvoir attaquer très très fort le card advantage et les ressources des decks les plus contrôles. Contre les decks qui veulent piocher et qui n'ont pas forcément beaucoup de gestion, vous avez des stratégies à base de Diablo qui peuvent juste snowball et vous faire gagner la partie. Donc c'est un deck qui est très puissant, mais qui en même temps est un petit peu fragile.
et qui va vous demander parfois de vous battre contre votre propre deck. Par contre, quand le deck tourne, c'est un très très bon deck du format, donc attendez-vous à en rencontrer quelques-uns. Ici, on a le grand retour de Steelsong, qui était vraiment le grand absent de ce chapitre 7. En même temps, quand 60% de ton metagame, c'est bleu-gris ou bleu-rouge, Steelsong n'a absolument rien à faire dans ce metagame-là. Steelsong, c'est un deck qui veut détruire les synergies qui passent par le board, les synergies offensives, agressives. Bleu-gris et bleu-rouge, c'était des decks ou qui étaient très contrôle ou basés sur les objets. Donc forcément, on n'avait pas de très bonnes cibles à nos chansons. Et du coup, on ne pouvait pas faire valoir toute la puissance du deck. Maintenant que bleu-gris a disparu et que bleu-rouge a décliné un petit peu en pourcentage, bah forcément, Steelsong, lui, a beaucoup plus de choses à faire valoir. Il a beaucoup plus de decks à prédater. La version n'a pas bougé, hein. Même les Aurora du chapitre 7 n'ont pas intégré la liste. On est resté plutôt sur des Ursula, des Gaston pour chanter. On a évidemment la Queen qui permet en complétion, en complément du World Greatest Criminal Mind, je crois, d'aller chercher des bodies assez imposants, que ce soit des Hades, des comment ça s'appelle, des Sisu. Mais sinon, globalement, la liste est la même depuis pas mal de sets. Il n'y a pas d'ajout du chapitre 7 dans les listes de Steelsong. Autre liste qui avait un petit peu disparu, mais à chaque fois que Violet-Rouge se fait oublier, il revient sur le devant de la scène. C'est tout le temps comme ça. Globalement, le deck, on le voit plus, et puis d'un coup, ça pop et ça gagne un tournoi. Bah ici, Jackson Tran, avec son deck Ruby Amethyst, a remporté le Lorcana 1K de House of Cards. Decklist pareil, assez classique, si ce n'est qu'on a le petit twist et la petite synergie qui était d'ailleurs assez attendue au chapitre 5 ou 6, je ne me souviens plus exactement, de Maui Shark avec Peter Pan, ce qui permet de directement trigger l'effet de ce Shark parce qu'on lui donne le rush. Ça permet de reprendre des actions comme notamment le Feu du Dragon, le Brawl, le Friends on the Other Side. On a toujours le Be Prepared qui est le bouton reset ultime. Et on a aussi de quoi faire des sorties assez agressives avec les Magic Broom Diablo et Chernabog, 12 drop 1 pour pouvoir essayer, 10 drop 1, pardon, pas 12, il n'y a que 2 Diablo, pour essayer de passer en dessous les decks bleu-rouge. On a quand même des Pégase qui est probablement un consensus aux stratégies Diablo. Diablo étant une bête évasive qui va nous empêcher, en tout cas qui va essayer de compenser la value qu'on va gérer avec notre synergie Boons. Diablo va pouvoir piocher plein de cartes et on peut ne pas avoir le brawl pour pouvoir aller attaquer le Diablo. Au moins avec Pégase, on est sûr d'avoir plus de cartes pour aller lui opposer un trade. On a ce Yago qui a quand même de très très grosses stats et qui, s'il n'est pas ciblé, eh bien propose une 4-6 évasive pour 4. C'est une bonne carte du chapitre 7 qui a fait son apparition dans les listes. Pour le reste, c'est honnêtement du classique. On a quand même aussi ici ce Finder's Keepers, mais c'est peut-être plus une excentricité de la liste de Jackson qu'un espèce de consensus sur toutes les listes violet-rouge. J'ai vu des listes violet-rouge qui jouaient plutôt le Fin Rider avec la Sisu. On a des listes violet-rouge qui jouent des stratégies un chouïa plus offensives avec plus de drop 1. On a des listes rouges qui ont une vocation un peu burn, avec des dingos, avec des Maui, mais qui rajoutent des Pirates Life. Là, je vous ai pris une liste qui a gagné un tournoi, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore statué sur le consensus, vraiment sur la liste la plus consensuelle de Violet Rouge. Il y a encore pas mal de choses qui sont testées à droite à gauche. On arrive sur le deck qui, pour moi, reste le meilleur deck du format. Flavorsham, pas Flavorsham. Ça change évidemment quelque chose, hein. Ça reste une manière supplémentaire de générer de la value en moins pour ce deck-là. Mais globalement, c'était pas ça qui était le plus prédateur dans Bleu-Rouge. C'est le fait de pouvoir s'accélérer rapidement dans une carte comme Sisu qui est capable de détruire le board de l'adversaire. Ici, on revient sur la liste donc, de DKP qui avait notamment remporté les derniers challenges avec son deck vraiment très orienté sur Maui Requin. Et là, il remet le couvert, hein. On est sur un deck qui veut quand même générer rapidement du lore, clore la partie. Donc, c'est sur une base contrôle, mais plus rampe finalement, qui va quand même paquer 4 Sisu et 4 Biprep, hein, histoire vraiment de détruire le board de l'adversaire. Mais il y a un moment, on va juste passer par Maui Requin, Pirates Life pour générer énormément de lore très rapidement. Beaucoup de stratégies de rampe avec le typo, le Sail the Azuretsi et le How Far I Will Go.
On a quand même 2 Tamatoa parce qu'on a conservé les pop cycles, histoire de filtrer un peu la draw et puis on est capable encore une fois de générer, du lore avec, ce MacDuck Manor. Liste très puissante, liste qui a évidemment, remporté, le tournoi Battle Beer ici. Donc, je pense que ça reste la meilleure mouture de l'Orcana actuelle. Ici, stratégie que je kiffe, vous le savez, le deck violet-gris, c'est le deck que j'aime le plus jouer, qui existait pré-ban parce qu'il y avait la possibilité d'aller chercher du lore très rapidement et passer en dessous des decks bleu-rouge. Il avait quand même beaucoup de mal contre les decks bleu-gris qui pouvaient assez facilement solutionner son board. Globalement, lui, le ban n'a pas énormément changé ni la composition du deck, ni sa représentation. On va dire que le deck a le droit d'être un peu plus mid-range. Là, ça se voit pas tellement. On est sur une version qui est quand même assez offensive avec 4 Cobra et 3 White Rose. Mais il y a des decks qui se permettent de rejouer quelques petits lapins, par exemple, des merlingots, histoire d'avoir une boucle bounce qui génère un petit peu plus de value. Ça reste globalement le classico-classique. Toutes les listes ont à peu près cette tête-là, jouent à peu près ces cartes-là, dans à peu près ces ratios-là. Et ça reste un deck qui est capable de tout battre. Il est capable de temporiser les velléités agressives des autres decks aggro, avec notamment des Kaloun et avec des plus ardents que le feu des volcans, des Monsieur Smee qui prennent bien le board. Mais il est capable aussi de générer beaucoup de lore très rapidement, grâce notamment à une armée de drop 1 et du lore à distance avec le Cobra et White Rose. C'est un peu le deck fer du jeu, c'est-à-dire qu'il fait rien de broken, mais il fait tout convenablement. Si vous êtes un très bon joueur, bah, c'est globalement un très bon deck. Le deck souffre quand même, d'après moi, du retour de Steelsong, parce que malgré tout, c'est un deck qui va passer un peu par le board et qui va avoir beaucoup de mal à compenser la puissance des chansons de Steelsong. C'est un deck qui veut aussi générer un petit peu de value, avoir toujours des options en main, et du coup, ce rêve bleu, ça vient un petit peu nous faire mal. Je pense que c'est vraiment le match-up contre lequel vous voulez pas jouer. Je pense que c'est Steelsong avec ce paquet-là. Alors, on a fait un petit peu le tour des différents decks du metagame actuel. Je pense que qu'importe le deck que vous choisissez parmi cette base de decks-là, pour aller jouer vos Store Championship, il y a de grandes chances que vous puissiez aller au bout de l'événement. Il y a de grandes chances que ça soit globalement un bon choix si vous connaissez vos match-ups et que vous connaissez votre deck et que vous avez un petit peu de chance au pairing aussi si vous choisissez un deck plus polarisé. Euh, je pense notamment à Steelsong, hein, si vous affrontez que des decks bleu-rouge, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais globalement, il n'y a aucun de ces decks-là qui est un très mauvais choix. Maintenant, si je devais vous apporter une petite sucrerie, un deck qui n'est pas forcément référencé dans les tops de tournoi et dans le metagame Breakdown, je vous proposerai ce deck-là, donc qui est le deck Amber Steel, non pas Song, mais aggro, qui a vraiment cette tête d'un deck hyper rush qui veut jouer beaucoup de drop 1, beaucoup de cartes qui va énormément lorer. On a Lilo à 2 de l'or pour 2, on a Smee à 2 de l'or pour 2, on a Penny à 2 de l'or pour 2, on a Piglet à 3 de l'or pour 2. On va profiter de réponses pour pouvoir reconstituer une main et remettre énormément de board. On a Lorenz qui génère aussi beaucoup de board et qui fonctionne bien avec réponse. On a le petit Sven qui va nous permettre aussi de lorer pour 2 et de détaper entre guillemets nos cartes. Au niveau de la value, bah, c'est simple, on veut piocher avec Doc et avec Rapunzel. Et on a quand même cette capacité à gérer un petit peu le board si on affronte des stratégies offensives grâce à nos 8 chansons et à Cinderella qui est un petit peu la meilleure chanteuse du jeu. C'est un deck qui était un peu populaire avant le ban, mais qui est toujours resté un petit peu sous les radars, un petit peu caché. C'est Itsu qui l'a popularisé récemment. C'est globalement un peu un deck mine des nains, mais sans mine des nains, qui va profiter de plus de cartes d'agression, avec notamment Penny et Sven. Et je trouve que c'est une hyper bonne option si jamais vous voulez prendre de vitesse. Bah, les decks comme Blurple, les decks comme Bleu-Rouge, ça peut aussi prendre de vitesse, les decks comme Violet-Gris, donc comme Violet-Rouge, pardonnez-moi. Donc j'aime beaucoup cette proposition-là. Je pense que c'est un deck qui est encore un peu sous-coté. Peut-être qu'il peut être un peu fine-tuné. Là, on a une liste stock avec toutes les cartes en 4 exemplaires. Peut-être qu'il y a des ratios qui peuvent être un peu modifiés. En tout cas, moi, c'est une liste qui me plaît beaucoup. Donc si jamais vous voulez la tenter pour vos championnats de 7, n'hésitez pas. Voilà, j'espère avoir fait le tour du metagame avec vous, d'avoir été capable de vous transmettre un petit peu mon avis sur le méta actuel,
qui est pas foncièrement mauvais, mais qui, à mon sens, est pas hyper renouvelé. J'ai l'impression de jouer au chapitre 6 et c'est pas ce que j'attendais de la dernière banlist de Lorcana. Dites-moi ce que vous en pensez directement dans l'espace commentaire. On lit tous les commentaires, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à être abonné à la chaîne. Bonne chance pour tous vos tournois, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.